Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30. Dans les titres, présidentielle 2018 et l'ECAM accorde les violons pour une symphonie électorale sans faute. Un code de bonne conduite adopté ce jour à Yaoundé par les partis politiques, la société civile et le corps diplomatique. Les détails dans quelques instants dans ce 20h30. Formation professionnelle, révision de la copie sur la réglementation, promesse de succès pour la jeunesse. Le gouvernement crée un nouvel environnement pour relancer la formation et l'emploi. Nous en parlons avec l'invité du 20h30, Zachary Perivet, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Entretien en direct dans une dizaine de minutes. Éliminatoire Cannes 2019, les Lions en route pour les Comores. Ils ont quitté Nairobi ce jeudi pour le match de samedi prochain contre la sélection comorienne. État des lieux à Moroni et état d'esprit des champions d'Afrique dans ce journal. Voilà pour les titres. L'événement du journal, c'est la concertation entre l'ECAM et les acteurs du processus électoral. Mais commençons par cette actualité des dernières heures en rapport avec la Cannes 2019. Une concertation entre le gouvernement et l'Agence internationale d'énergie atomique vient de s'achever à l'immeuble Étoile. Le Premier ministre Philemon Yang et les visiteurs ont parlé des mesures de sécurité préconisées durant la compétition. Laurentine Bekono. La sécurité nucléaire, une question de haute importance et d'une grande sensibilité. Mal gérée, elle peut dégénérer si les éléments de radioactivité venaient à tomber entre les mains des terroristes. Le plan intégré d'appui à la sécurité nucléaire, c'est juste un document qui permet d'identifier les besoins du Cameroun en matière de sécurité nucléaire. Ces besoins intègrent les besoins en matière législative, réglementaire, en matière de développement des ressources humaines, en matière de détection, en matière d'intervention. Les explications du chef de mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique confortent l'option du Cameroun qui, depuis 2013, a opté un plan d'appui à la sécurité nucléaire. Selon le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le Cameroun qui accueille la Cannes Total Cameroun 2019 peut se mettre à l'abri de tout risque d'accidents nucléaires volontaires ou provoqués. Ce sont des experts de l'AIEA qui viennent nous aider à mettre en place un plan d'appui à la sécurité nucléaire. Avec l'aide de l'AIEA, nous avons mis en place un dispositif en sorte que personne ne pouvait entrer dans un stade avec des produits ionisants ni des produits nucléaires parce que nous avons des matériaux de détection très poussés. Notre pays sera en sécurité nucléaire pendant la Cannes 2019. Créée en 1957 et placée sous l'égide des Nations Unies, l'Agence internationale de l'énergie atomique, dont le siège se trouve à Vienne, en Autriche, s'emploie à promouvoir l'utilisation sécurisée et pacifique des technologies nucléaires. Et dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2019, justement, l'équipe nationale du Cameroun vient de quitter Nairobi pour Moroni, la capitale comorienne. C'est en vue du match qui l'oppose dans 2 jours aux Comores et qui marque l'entrée en scène des 2 entraîneurs néerlandais. Retrouvons pour les dernières nouvelles notre envoyé spécial à Moroni, Serge Foisgué. Au bord de l'océan Indien se trouve l'hôtel Golden Tulip, hôtel rénové de 4 étoiles. C'est le camp de base des Lions indomptables ici à Moroni. Dans l'attente des rois de la forêt, la structure a revêtu de nouveaux habits. Nous sommes en pleine rénovation, on a fait plein de rénovations au niveau de nos chambres. Ils auront en fait des nouvelles chambres qui viennent d'être livrées il n'y a même pas une semaine. Donc les dispositions qu'on a prises donc en termes de sécurité, en termes d'endroits, les meilleurs pour qu'ils soient en fait très à l'aise et pour qu'ils se reposent, pour qu'ils soient sur un très bon on va dire mood pour l'équipe. Le séjour à Moroni est basé uniquement sur le match, Nairobi ayant préparé la stratégie gagnante. L'encadrement technique a privilégié le contact direct avec tous les acteurs. C'était beaucoup plus un travail de communication. Vous savez, généralement, lorsque l'équipe nationale est en stage, on prend une salle de conférence pour 1 heure, 2 heures de temps pour que avant les entraînements ou avant les matchs. Mais cette fois-ci, pratiquement pendant tout le séjour, on avait une salle de conférence qui était à notre disposition de 8h à 22h. Ça fait que c'était pratiquement le bureau
dans lequel les entraîneurs travaillaient en permanence. Et ils rencontraient des joueurs spécifiquement, une fois la défense, une fois le milieu de terrain, une fois les attaquants, pour leur expliquer à peu près ce qu'ils veulent. Et avant d'aller aux entraînements, ils repartaient là-bas pour travailler. Après les entraînements, ils revenaient dans la salle, une salle qui était équipée du Wi-Fi de très haute performance, avec des projecteurs. Vous savez, on a fait des entraînements vraiment spécifiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes les séances d'entraînement au niveau de Nairobi étaient filmées. Premier résultat ce samedi, jour de match. En attendant, la journée de vendredi sera marquée par 2 moments forts. La conférence de presse d'avant-match et la traditionnelle séance de reconnaissance de l'aire de jeu. Tout pour une élection présidentielle réussie en 2018. Les acteurs du processus électoral viennent de se séparer au Palais des Congrès de Yaoundé. C'était au terme d'une journée d'échange houleux. La 7e concertation avec les acteurs du processus électoral a débouché sur la reconduction du Code de bonne conduite de 2011, opposable à tous les candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Séverin Legambile, reportage. Une fin de réunion un peu heurtée ce jeudi au Palais des Congrès de Yaoundé. Les acteurs du processus électoral, ELECAM, les partis politiques, membres de la société civile et les médias ont eu du mal à s'entendre sur le code de bonne conduite, un ensemble de règles morales contraignantes applicables à toutes les élections au Cameroun. Pendant le cadre du groupe de travail, nous n'avons pas pu nous entendre sur de nouvelles modalités pour arriver au consensus sur le document de travail qui nous était proposé. Pour les candidats, les partis politiques qui présentent des candidats pour l'élection du 7 octobre, ils ont l'occasion de se rencontrer avec le président du conseil électoral et discuter des matières spécifiques qui vont concerner le processus du 7 octobre. Il ne sera plus question de revenir sur le code de bonne conduite. Celui de 2011 a été approuvé pour 2018 et il va continuer à régir le gentleman agreement entre les partis politiques et toutes les parties prenantes au processus électoral. La solution ayant été trouvée, on retient que la 7e concertation entre Elections Cameroun et les acteurs du processus électoral a ouvert la voie à un débat animé sur le déroulement du vote dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le vote des déplacés, la prise en compte du genre et des personnes défavorisées ou la désignation des présidents des commissions locales de vote. Et à chaque fois, ELECAM, à travers des exposés techniques, a apporté des éléments de réponse dans le contexte qui est le nôtre. Il y aura les élections dans tous les arrondissements et les départements dans la région du Nord-Ouest. Les bureaux de vote n'ont pas changé. Ce n'est qu'un regroupement qu'on les appelle les centres de vote. Il y a un maillage sécurité qui permet aux gens d'aller voter sans gêne et aussi de protéger le matériel et les personnes qui vont siéger là-dedans. Le rendez-vous des acteurs du processus électoral de ce jeudi au Palais des Congrès est encadré par la loi. Son fondement, parvenir à organiser au Cameroun une élection sans contestation dans un esprit de fair play. Au sortir de ce conclave, nos équipes ont approché quelques leaders politiques et représentants de la société civile. Tous s'accordent sur une priorité, l'organisation réussie de l'élection présidentielle. Regard croisé dans la synthèse d'Agnès Solange-Abessolo. Des acteurs politiques qui font grâce à leur discipline pour répondre aux aspirations sociales des Camerounais. Beaucoup ont répondu à l'appel de Elections Cameroun ce mercredi, certains poussés par leurs convictions politiques. Dans le RDPC, nous pensons que c'est une bonne initiative des ELECAM pour essayer de former les gens, vulgariser l'information pour que nul n'en ignore, pour des raisons de transparence. D'autres pour réaffirmer leurs attentes sociopolitiques. Je suis ici pour contribuer pour que vraiment les élections soient libres, soient transparentes. Ce qu'on a fait au passé, ça ne se reprend, ça ne se répète pas. Zénab, William et Léopold se sont constitués en partie civile représentant des personnes handicapées et leurs besoins sont spécifiques. Nous attendons que ces gens intègrent les personnes handicapées dans les partis politiques, surtout dans le cadre des élections locales. Et pour les élections présidentielles, nous attendons que dans leur manifeste, dans leur programme politique, qu'ils prennent en compte l'approche handicap dans leur programme politique. La personne handicapée doit participer à tout le processus électoral, comme observateur, comme par exemple président du bureau de vote ou alors comme électeur. Pour la 7e fois depuis la convocation du corps électoral, ils se concertent. Des acteurs conscients face à une volonté réelle de donner au Cameroun une élection présidentielle claire et réussie. Et dans la perspective de cette élection, le président du Front pour le Salut national vient
d'entamer une visite politique dans la région du Nord, Issa Chiroma Bakary remobilise ses troupes pour une victoire éclatante du président Paul Biya à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Claver Pascal Ndanga, CRTV Nord. Sur les antennes de la station régionale CRTV Nord, tout comme les autres médias privés où il est passé, le président du Front pour le Salut National du Cameroun a clamé haut et fort son soutien à la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Issa Chiroma Bakary a lancé un appel à la mobilisation pour un meeting de remerciement que le FSNC organise ce samedi à Garoua. L'objet de ce meeting, c'est de montrer aux uns et aux autres que cette mobilisation très importante qui est en train de s'opérer se fait à l'avantage et en faveur du président Biya. Les militants, militantes et sympathisants du FSNC rangés en ordre de bataille derrière leur président national comptent dire merci au président Paul Biya pour les multiples réalisations en faveur du développement de la région du Nord. La qualité de l'assistance attestera évidemment de la foi, de l'espoir que les uns et les autres placent en lui à travers son allié que je suis. J'invite donc les uns et les autres à se préparer. D'abord à venir poursuivre ce meeting. Accompagné d'une forte délégation des membres du bureau politique et du comité central du FSNC, Issa Chiroma Bakary a eu un échange avec le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi. Avant la page spéciale, cette note d'information en provenance du Conseil national de la communication. Le président du Conseil national de la communication invite les professionnels des médias du Cameroun à prendre part le mardi 11 septembre 2018 à l'hôtel Montfébé de Yaoundé à un séminaire national de sensibilisation sur le thème « Le discours de la haine dans les médias au Cameroun ». L'intérêt de ce séminaire se justifie par la nécessité de poser un diagnostic général au sujet du discours de la haine dans les médias, d'évoquer les conséquences qui en résultent et de susciter des solutions appropriées au contexte camerounais en vue de l'éradication de ce phénomène qui dresse le lit de la désunion et de nombreux autres maux sociaux. C'est un communiqué du président du Conseil national de la communication, Peter Essoka. Ouvrons la page spéciale du 20h30 consacrée à l'enseignement professionnel. Espoir de la jeunesse pour le marché de l'emploi et le levier du gouvernement pour réduire le chômage, le secteur souffrait d'une législation vieille de 40 ans. La loi de juillet 2018 consacre la réforme et l'arrimage de la formation professionnelle aux défis de l'émergence. Le regard d'Oswald Medon. Longtemps considérée comme laissée pour compte, la formation professionnelle vaut aujourd'hui plus qu'hier son pesant d'or. Une niche d'emploi par excellence et pour cause. C'est la voie idoine pour l'insertion professionnelle. Parce que l'insertion veut dire un métier. Et ce n'est qu'à travers la formation professionnelle qu'on peut acquérir, qu'on peut maîtriser et qu'on peut exercer un métier. Vu sous cet angle, l'on comprend que les politiques dans le domaine aient été revues et même légiférées. Tout a donc été repensé. La réforme remet au goût du jour une formation jadis vue de haut. Il faut certifier la compétence de quelqu'un et dire quelle est la profession et le niveau qu'il peut occuper dans l'entreprise et améliorer aussi son gain de productivité et son revenu familial. L'importance du secteur légitime une offre de formation qui se modernise et se diversifie. 3 centres d'excellence ont déjà ouvert leurs portes aux Camerounais dans les villes de Douala, Limbé et Saint-Milima. D'autres chantiers sont dans le pipe. Nous parlons aujourd'hui des référentiels homologués pour aller progressivement vers la normalisation du système de formation professionnelle. N'allez surtout pas croire qu'il s'agit d'une formation réservée. Quelle touche? Je commencerai par les non scolarisés, les déscolarisés, les scolarisés, élèves étudiants, les travailleurs en quête de requalification. Véritable révolution, la nouvelle vision de la formation professionnelle est en marche. Un processus irréversible dont les prémices donnent déjà satisfaction. La majorité de nos produits sortis des structures de formation du MINEFOP
ont un pied dans le monde du travail. L'ambition d'un pays qui planifie son émergence justifie l'important chantier. Et les mutations actuelles sont les premiers pas d'un vaste changement qui en pose les balises. Allons maintenant sur le terrain de la formation professionnelle proprement dite pour voir une initiative traduisant la volonté de l'État d'améliorer la formation des jeunes et lutter contre le chômage. Direction Douala à la découverte du centre d'excellence construit avec l'appui de la coopération coréenne. Rufin Kamcham, le CRTV Littoral. À l'entrée ouest de la zone industrielle de Douala-Bassa se dressent ces 9 bâtiments qui abritent le centre de formation professionnelle d'excellence de Douala. La structure, une vision du chef de l'État Paul Biya, soldat infatigable de la lutte contre le chômage jeune, veut former et mettre sur le marché de l'emploi une main-d'œuvre de quantité et en qualité. Le gouvernement est parti d'abord à travers l'analyse de la situation du travail et on a conçu des référentiels de formation qui répondent aux besoins des entreprises et nous sommes en train d'implémenter maintenant ce référentiel de formation. Au-delà du contenu des formations effectuées sur la base de l'analyse de la situation de travail auprès des entreprises, répondant ainsi aux besoins du patronat qui n'a cessé de se plaindre de l'inadéquation formation-emploi, l'un des atouts de ce centre, son équipement. Les Coréens nous ont dotés d'une technologie de dernière génération dans tous ces départements. À cela s'ajoute la qualité de la formation. Les apprenants qui entrent ici, quand ils ressortent, ils sont dotés de tout ce qu'il faut pour qu'ils créent leur propre structure que de rechercher l'emploi. Parce qu'ils ont tous les moyens pratiques. Ce centre est tout ce dont j'ai besoin parce qu'on retrouve les appareils appropriés, les produits appropriés, les matériels appropriés. Avec un taux d'insertion de 80%, le Cameroun gagne ainsi le pari de la lutte contre le chômage jeune à travers les CFPE. Et j'accueille à présent l'invité du 20h30, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Zachary Pérévette. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Une des dernières actualités en matière de formation professionnelle est la promulgation de cette loi, la loi du 11 juillet 2018, qui régit la formation professionnelle au Cameroun. Quelles sont ses implications et les innovations qu'elle engage sur le terrain? Merci de me donner l'occasion de revenir sur cette importante loi qui régit désormais la formation professionnelle. Je qualifie cette loi de révolutionnaire parce que, en réalité, elle vient après une vieille loi qui date de 1976 et qui parlait uniquement de ce qu'on appelle la formation rapide. Nous savons aujourd'hui que nous ne pouvons pas faire seulement avec la formation rapide pour atteindre l'émergence en 2035. Donc, le chef de l'État a tenu à promulguer cette loi qui nous permet maintenant de moderniser le secteur en réalité. Parce qu'elle vient après plusieurs réformes d'ailleurs, au niveau stratégique, au niveau opérationnel. Et cette loi vient confirmer maintenant, donner une vision à la formation professionnelle où plusieurs intervenants étaient là de manière informelle en réalité. Maintenant, elle permet de mieux organiser le secteur, elle permet mieux de mettre en place des nouvelles méthodes d'approche, notamment en matière de référentiel, de programmes adaptés à la situation de notre monde d'aujourd'hui. Y a-t-il eu quelques changements déjà depuis la promulgation de cette loi? En fait, comme j'ai dit, elle vient après plusieurs réformes qui se faisaient déjà. Elle permet maintenant d'élaborer de textes d'application de cette loi déjà. Et dans cette loi, il y a quelque chose de très important, la création du Conseil national de la formation professionnelle d'orientation professionnelle, qui appuie donc l'État pour faire des réformes, continuer ces réformes dans le secteur en question. Elle donne une meilleure vision. Elle permet de responsabiliser tous les intervenants dans le secteur, notamment le secteur privé, les structures décentralisées, les individus. Donc maintenant, nous avons une loi qui nous permet de nous ranger réellement dans ce secteur-là. Elle permet aussi maintenant de faire en sorte que ce n'est pas n'importe qui intervient dans le secteur. Il faut respecter certaines conditions pour pouvoir y opérer. Donc je pense que c'est l'une des lois les plus importantes ces dernières années. Parce qu'au niveau du monde,
vous savez bien que c'est la formation professionnelle qui permet de produire. Ce n'est pas théorique, c'est quelque chose, la formation fait en sorte que celui qui sort de là puisse soit s'installer ou bien s'insérer dans le circuit de production, s'insérer dans le secteur privé. Donc, cette loi est révolutionnaire, comme nous le disions tout à l'heure. Surtout pour le Cameroun qui en a besoin. Alors, Monsieur le ministre, vous avez vu tout à l'heure l'élément sur le centre technologique d'excellence de Douala, un centre particulièrement bien équipé. Ce n'est pas toujours le cas avec les autres centres. Qu'est-ce que l'État fait pour améliorer la qualité des infrastructures et la formation des jeunes Camerounais? Il faut se rappeler qu'avant la création du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle en 2004, nous disposions de 5 centres de formation rapide, comme nous disions tout à l'heure, et quelques centaines de SAR SM, sections artisanales rurales, qui, lors du passage de la crise, n'ont pas pu jouer leur rôle en réalité. Et ces SAR SM, dans leur état d'avant, ne permettaient pas de bien former le jeune Camerounais. Donc, après la réforme de certains de ces SAR, nous avons eu, à travers la coopération internationale, pu mettre en place, l'État bien sûr, a pu mettre en place un certain nombre de centres modernes, et parmi lesquels nous citons les centres d'excellence basés à Samlima, à Douala et à Limbé. Ça, c'est avec la coopération coréenne. Avec la coopération française, nous sommes en train de mettre en place à Ebebda, à Ndop, à Maroua, et je crois aussi à Ngaoundéré et à Bertois, des centres de formation au métier, des vrais centres. Pour permettre aux jeunes des 10 régions d'avoir à peu près le même niveau de formation. Absolument, parce qu'il n'y a même pas que seulement ça. Nous avons un autre centre à Konsamba avec la coopération autrichienne. Ce même centre sera érigé également à Nangéboko bientôt. Nous allons poser la première pierre dans les prochains jours. Donc, nous entendons, l'État, le gouvernement veut couvrir presque tous les territoires avec des centres modernes de formation professionnelle. Monsieur le ministre, il y a souvent un débat sur ces centres de formation qui ouvrent de manière non officielle et dont les prestations sont contestables. Est-ce qu'à l'occasion de la rentrée, c'est une question d'actualité, le ministère a revu, actualisé son fichier pour expulser ou alors fermer les centres qui doivent l'être? Je crois actuellement au Cameroun, 80% des centres sont des centres privés. Au départ, nous étions à la phase de promotion. Et pendant cette phase, on a autorisé l'installation de plusieurs centres. Mais de plus en plus, et avec la nouvelle loi, il faudrait respecter certaines conditions. Nous faisons le point chaque année sur ces centres-là. Désormais, nous verrons beaucoup plus lorsque nous allons agréer la mise en place des centres. Nous les connaissons, certains se mettent en règle. Donc je pense que cette phase de promotion est terminée. Et bientôt ce sera la phase de répression. De répression, effectivement, que sauf les centres qui respecteront certaines règles seront acceptés. Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, merci d'être venu en direct répondre aux questions du 20h30. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler de cette nouvelle loi que nous appelons une loi révolutionnaire en matière de formation professionnelle au Cameroun. Opération rentrée scolaire sans accident de la circulation, la gendarmerie nationale est en alerte. La campagne spéciale de sécurité routière s'achève cette semaine. Des mesures particulières ont été prises pour un retour en classe sans larmes ni blessures. Sur les boucles Yaoundé, Douala, Bafoussam, c'est une véritable guerre contre les comportements dangereux. Vous le verrez dans ce reportage de Pierre Evimbi. On l'appelait le triangle à mort, l'axe Yaoundé, Douala, Bafoussam, Yaoundé. Et pendant la période de rentrée scolaire, prendre la route était devenu une séance d'exorcisme. De nos jours, et grâce à son opération contrôle, surveillance, répression, la gendarmerie nationale essaye de donner la vie et la sérénité sur ces axes réputés accidentogènes. C'est que la sécurité en route
ça marche, donc j'ai pas peur. La campagne spéciale lancée pour réduire au maximum les accidents à travers la guerre contre les comportements dangereux a porté ses fruits. Le nombre d'infractions qu'on constatait auparavant, ça a drastiquement diminué et on peut s'en féliciter. Les gros porteurs ne font plus les surcharges comme on constatait avant, on peut s'en féliciter. Donc le message passe auprès des chefs d'agence de voyage. Un accent de niveau stratégique a été mis sur les pelotons routiers motorisés pour insécuriser les usagers indélicats. On a les motos qui sont là à côté, qui circulent de nuit comme de jour. La gendarmerie nationale, dans ses missions de sécurité sur les routes, utilise les grands moyens tels ce véhicule scanner pour détecter les objets et produits dangereux et illicites. Des fouilles systématiques ont également conduit à l'interpellation de cet élève en possession de produits stupéfiants. C'est à un véritable ratissage large qu'ont assisté des usagers de plus en plus sereins sur les axes routiers. Après la rentrée scolaire 2018-2019, le débat sur les associations des parents d'élèves nourrit les conversations dans la région de l'Est, une polémique sur l'importance même de l'APE dans les établissements scolaires de la ville de Bertoua. Retour sur les textes qui instituent les APE et leur importance dans ce reportage de Joël Igor Abanda de CRTV Est. Le lycée de Tigaza a ouvert ses portes avec une dizaine de salles de classe en 2007. À ce jour, l'établissement scolaire compte 2500 élèves répartis dans plus d'une quarantaine de salles de classe issues des fonds de l'association des parents d'élèves et d'enseignants. Cette année scolaire, les parents d'élèves déboursent 17 000 francs CFA contre 18 500 l'année dernière. Les frais d'APE ont permis la construction d'une trentaine de salles de classe et bien d'autres infrastructures scolaires. Aujourd'hui, 10 ans après, nous avons 41 salles de classe, un mur d'enceinte sur une superficie d'1,5 hectare. Nous avons 2 blocs administratifs annexes, 2 salles informatiques entièrement équipées, un forage avec une pompe électrique. Les parents d'élèves rencontrés ici, quoique partagés sur les frais d'APE, indiquent néanmoins leur importance. Cette année, un nouveau président de l'association des parents d'élèves et d'enseignants a été élu au lycée de Tigaza. On amène un appui financier à l'établissement. Déjà, cet établissement, tel que vous voyez, je peux dire les 3/5e, c'est l'apport de l'association des parents d'élèves. C'est depuis un peu plus de 20 ans que les associations des parents d'élèves ont fait leur entrée dans le système éducatif camerounais. La dénomination a évolué en intégrant les enseignants. Les textes sur les APE ne fixent pas les montants des contributions et c'est chaque établissement scolaire qui arrête donc son montant. Des mécanismes de contrôle sont institués par des textes. En ce sens, les contributions issues des APE sont considérées comme deniers publics et obéissent aux mêmes mécanismes de contrôle que ceux des fonds publics. Je vous propose à présent le dernier épisode du feuilleton de la semaine qui épousait également le ton de la rentrée. Après 4 jours de baptême de feu au milieu des élèves et des collègues, c'est peut-être le moment, avec la fin du feuilleton, d'une première évaluation de cette enseignante que nous avons suivie depuis lundi. C'est l'objet des dernières séquences captées par Laurence Okalia. Revisitons notre feuilleton. Il y a eu la page de lundi. C'était les premiers contacts avec les élèves de 3e. Bilan. Elle est à l'écoute de nous tous, puisque quand on a une question, elle répond très facilement à la question sans s'énerver. La page de mardi, c'était sa première leçon d'histoire, plutôt sans histoire. Malgré sa jeunesse, elle a su imposer sa casquette. Bilan. Son excès de colère, mais c'est quand même bon. Parce qu'on dit qu'un professeur sévère, c'est un professeur qui nous aime beaucoup. La page de mercredi, elle a partagé sa pause entre 2 cours avec nous et quelques collègues. Bilan. Elle est qualifiée, elle est performante, responsable. Côté administratif, nous l'a-t-elle dit, tout baigne. Dans le bureau du vice-principal, son animateur pédagogique fait le bilan, dit tout baigne. Dans le bureau du vice-principal, son animateur pédagogique fait le bilan. Elle aura 2 jours, le mercredi et le jeudi. Effectivement, avec ces 2 jours, elle va mieux s'organiser, elle va mieux préparer ses leçons. C'est une procédure que le lycée de Biémassi applique à tous les nouveaux collaborateurs. Son suivi pédagogique est assuré, comme je l'ai dit, par son animateur pédagogique, avec l'appui et le suivi du chef d'établissement que je suis. Sur la feuille d'évaluation, notre enseignante bleue a donc tout juste. C'est sur cette bonne note que la CRTV referme ce feuilleton, mais les cours de Madame Tonga se poursuivent sur 9 mois.
prochain feuilleton la semaine prochaine avec une autre histoire. Les communes camerounaises disposent désormais d'un cadre formel pour les activités artisanales. C'est le fruit d'une convention de partenariat signée ce jour à Yaoundé entre le FECOM et le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Compte rendu, Florence Ngwangeli. En apposant leur signature sur ces documents, il est question pour le professeur Laurent Serge Tundingwa, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, et Philippe Camille Akoua, directeur général du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, de mieux encadrer les communes et leurs groupements dans la promotion et la production des activités artisanales d'intérêt communal. La nouvelle convention veut aller plus loin. Elle veut permettre à ces artisans de pouvoir se prendre en charge eux-mêmes par la formation, par la commercialisation de leurs produits et surtout par l'accès au financement. Cette convention, d'une durée de 3 ans renouvelable, permettra de booster véritablement le secteur artisanal au Cameroun. Cette convention permettra donc d'élargir notre cadre de collaboration. Nous allons pratiquement saisir tous les domaines de cet artisanat. Il est désormais question de la migration des acteurs du secteur informel vers le secteur formel de l'artisanat. Aux grands hommes, la patrie, reconnaissance, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguélé, a présidé cet après-midi à l'esplanade de l'école supérieure de police de Yaoundé la cérémonie d'honneur militaire à l'inspecteur de police Blaise Dieuque Dienou, mort en service commandé le 9 août dernier à Batibo, dans le nord-ouest. Il a été assassiné par les terroristes sécessionnistes. Le film de la cérémonie avec Philippe Roger Sama. Le cérémonial s'est déroulé selon la pure tradition militaire sous le ciel assombri de l'école supérieure de police. À la manette, 5 sections d'honneur pour rendre un vibrant hommage à l'inspecteur de police Blaise Dieuque Dienou. Sous la conduite remarquable du délégué général à la Sûreté nationale Martin Barganguélé, l'état-major de la police est réuni au grand complet. Les parents et amis aussi témoignent de leur présence, ces moments mémorables. Pour cette ultime scène, en l'honneur du disparu, 2 séquences fortes. Au nom du président de la République, le délégué général à la Sûreté nationale lui décerne sous une pluie battante en signe de bénédiction divine la médaille de la vaillance à titre posthume avec citation à l'ordre de la Sûreté nationale. Acte suivi de la sonnerie aux morts pour sceller son service sous le drapeau jusqu'au sacrifice suprême. L'inspecteur de police Blaise Dieuque Dienou a servi avec abnégation 14 ans et 11 mois dans le prestigieux corps de la Sûreté nationale. Et puisse l'âme de ce vaillant policier reposer en paix. L'hôpital général de Yaoundé au chevet de son personnel, la question des ressources humaines de cet établissement hospitalier était au menu des travaux du conseil d'administration de l'institution réuni en session ordinaire ce jour à Yaoundé sous la conduite du président de l'instance, Auguste Essombasseux. Les détails avec Lucie Colette Avoulou. Sur la table de la dizaine d'administrateurs présents, 2 points essentiels à débattre au cours de ce 44e conseil d'administration de l'hôpital général de Yaoundé. Les administrateurs doivent connaître le niveau d'évolution des travaux de réhabilitation de l'hôpital général. Et je dois dire à ce niveau que nous sommes en train d'acquérir un équipement de pointe, notamment la radiothérapie, et qui va arriver en mi-octobre. C'est un équipement très très important qui nous a coûté un peu plus de 2,5 milliards. Nous avons l'occasion aujourd'hui de mettre définitivement en place l'organigramme de l'hôpital général de Yaoundé par la désignation du directeur des prestations médicales, du directeur des affaires financières, administratives, financières et techniques. Des décisions qui permettront de donner un nouveau souffle à cette institution. Pour ceux qui connaissent la capitale économique, circuler à Douala est une épreuve de nerfs. L'axe Ndokoti-Niala-Japoma compte parmi les plus redoutables. L'entrée est de la ville ouvre pourtant la voie d'accès au Tchad et à la RCA. Sa réhabilitation est à inscrire au chapitre des urgences.
Olivier Kingemoli dans l'enfer de la circulation. Pour les usagers de la ville de Douala, ce n'est pas du tout la bonne idée de circuler ici, axe Ndoko-Tinala-Japoma, parallèle à l'entrée est de la ville. La route subit une surexploitation depuis plusieurs semaines, conséquence des travaux de réhabilitation du pont Kogefar. La situation a entraîné une dégradation progressive de la chaussée où le bitume a disparu complètement. Accident tout le temps, la voiture quand on court, les vieilles voitures s'arrêtent. L'activité économique s'en trouve sérieusement perturbée au plan national et même sous-régional. Au niveau strictement local, certains comptoirs ont carrément fermé. Moi-même, je ne vends plus rien. Et mes fournisseurs ne peuvent pas venir ici pour me livrer, disant que la route est mauvaise. La baillerette de la maison a déménagé pour aller louer, puisqu'il n'y a plus moyen pour passer pour aller entrer chez elle. Le restaurant sénégalais qui est en face est également fermé à cause du cas de la route. En ce début d'année scolaire, cette route n'est pas la bonne matière pour les élèves. Mais si l'on se félicite déjà des travaux d'aménagement qui ont commencé, il y a plus que jamais urgence d'aller vite pour minimiser les pertes économiques. Il faut s'attendre à ce que le transport des marchandises pour le centre et la sous-région connaissent de gros retards, d'où l'urgence de l'entrée est de Douala. Fort heureusement, 30 km de bitume vont dans les tout prochains jours changer la physionomie de la voirie urbaine de Douala. Coût total des travaux, 80 milliards de francs CFA, des données communiquées par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. La nouvelle apparaît comme une solution de désengorgement de la capitale économique, comme vous le verrez dans ce reportage de Sadou Mamoudou de CRTV Littoral. La capitale économique étouffe. La mobilité des Camerounais de Douala a mal en son moteur. Mais voilà qu'un chantier de près de 50 km de bitume déroule son linéaire pour braver le mal. Très bientôt, c'est sur un boulevard de modernité que vont rouler les Doualais. 50 km linéaires de route. Nous avons déjà réalisé 70% de ce programme à travers les quartiers. Les autres 30% vont se déployer dès que les pluies vont finir. Les pénétrantes est-ouest de Douala à multiples voies rendent déjà la pédale douce aux automobilistes. La réhabilitation et réouverture du pont au lieu d'Ikojefar bétonne une circulation appelée à se densifier. Le projet se dessine en 3 fois 2 voies, ce qui fera du bien à la ville qui prépare un grand rendez-vous continental. Les voies d'accès, les voies de contournement au stade, nous aménageons environ 4 km 8, donc presque 5, pour un montant d'environ 36 milliards. Autant de solutions qui feront oublier leur chemin de croix et faire rouler carrosse les usagers du parcours Vita, Total Makepe, Cité des Palmiers, Jardin Doumbé, la tribune de la Besseke, PK14 ou encore ceux de la montée lycée Lokpom. On peut donc envisager aisément un démarrage en côte pour non seulement griller le désordre urbain, mais faire passer au vert les voyants de l'occupation des sols pour une meilleure mobilité des usagers dans la capitale économique. Développement et justice dans la construction de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen, environ 1,4 milliard de francs CFA débloqués pour le paiement des indemnisations des expropriés. La remise des enveloppes a eu lieu ce mercredi 5 septembre à l'esplanade de la chefferie de Moyo, en présence du préfet du Mfundi, Jean-Claude Tila. Le reportage de Roland Camille Nsumbi de CRTV Centre. C'est au total 179 personnes des localités de Minkan, Abomey et Meyo qui ont reçu chacune son enveloppe. Les montants allaient de 35 000 francs CFA à 77 millions de nos francs. Les indemnisés pensent déjà à investir. On vient de me donner une petite somme de 20 millions. Il faut aller chercher, aller payer une petite terre et se recaser. C'est fait pour des causes nobles, le développement de notre pays. Tout ce qu'on peut faire, c'est agir de la meilleure manière qui soit. Une opération qui connaît un heureux dénouement en race campagne. Ceux qui se livraient à des conjectures, je crois qu'ils sont servis. Donc cela nous permettra tout simplement de booster les travaux qui évoluent normalement.
Seulement en pareille circonstance, les sceptiques du début reviennent à la charge avec des requêtes. Il y avait eu quelques omissions lorsque la commission était passée pour essayer de recenser les personnes étant absentes. Donc effectivement, il n'y avait pas cette complétude de dossier qui était présente. La commission évaluation et construction entend s'y pencher pour une suite favorable. Lorsque ces personnes n'ont pas été prises en compte au départ, elles peuvent émettre des requêtes qui sont enregistrées au niveau de la commission et la commission est tenue de repartir sur le terrain pour constater, analyser et évaluer le cas échéant. Ceci pour le bonheur de tous et le développement du Cameroun. Fin de stage de vacances le 2 septembre dernier pour 258 jeunes de la commune d'arrondissement de Nkonsamba 1er. Les stagiaires, au-delà du travail de curetage des caniveaux et d'hygiène et de salubrité dans 12 quartiers de la ville, ont élargi leurs connaissances sur les notions de civisme et de respect des armoiries de la République. La cérémonie, présidée par El Hadj Oumarou, maire de la commune de Nkonsamba 1er, s'est déroulée à l'esplanade de la mairie. José Gaëtan Tsanga. Des parchemins, une somme de 20 000 francs CFA par apprenant et des fournitures scolaires composées de stylos et de cahiers pour ces 258 jeunes gens parvenus au terme d'un stage de vacances d'un mois à la mairie de Nkonsamba 1er. Sous une pluie battante, El Hadj Oumarou a invité ses stagiaires à mettre en exergue les cours d'éducation à la citoyenneté dispensés par le délégué d'arrondissement de la jeunesse. Nous sommes contents parce que nous avons atteint presque la totalité de nos objectifs. Il était question pour nous, dans un premier temps, d'innover et de faire en sorte que le développement soit inclusif d'abord, que le développement soit participatif, mais surtout que nous puissions également mettre à disposition de ces jeunes stagiaires les nouveaux outils qui peuvent leur permettre de regarder l'avenir avec une certaine confiance. Parce qu'il est question aujourd'hui de rassurer davantage les jeunes sur les actions que mène notre gouvernement à travers son démembrement qu'est la commune d'arrondissement de Nkonsamba 1er. Rendez-vous a été pris pour décembre prochain où les premiers fruits de la sémence de ce réarmement moral seront évalués. Je vous rappelle les principaux titres de ce journal qui s'achève. Présidentielle 2018 et l'ECAM accorde les violons pour une symphonie électorale sans fausse note. Un code de bonne conduite a été adopté ce jour à Yaoundé par les partis politiques, la société civile et le corps diplomatique. Et vous avez eu dans ce journal les détails irrelatifs. Formation professionnelle, révision de la copie sur la réglementation, promesse de succès pour la jeunesse. Le gouvernement crée un nouvel environnement pour relancer la formation et l'emploi. Nous avons eu comme invité du 20h30, Zachary Perevet, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Et puis éliminatoire Cannes 2019, les Lions en route pour les Comores. Ils ont quitté Nairobi ce jeudi pour le match de samedi prochain contre la sélection comorienne. État des lieux à Moroni et état d'esprit des champions d'Afrique, c'était avec Serge Froisguet, notre envoyé spécial à Moroni. Merci d'avoir regardé ce journal. Dès demain, vous retrouverez Karine Olivier Habit pour le 20h30 du week-end. Mais déjà à minuit, vous serez en compagnie de Patricia Liba-Metuxon et Jean Cyriac Besseux. Bonne suite des programmes sur la CR TV et merci à l'ensemble des équipes rédactionnelles, techniques et éditoriales qui ont travaillé toute la semaine. Bonsoir.